Salut tout le monde, bienvenue au podcast Genre Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touche le format Commander. Salut Matt, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? Ça va super bien, on a une émission vraiment tripante, je me suis fait du fun à faire ça. Ça va être capoté, je pense. Ça va être, on s'en va, on sort un petit peu de notre zone de confort. En fait, c'est notre première émission où est-ce qu'on va traiter d'un sujet qui a demandé beaucoup de travail. Ouais, ben, c'est un sujet qui demande du travail, mais c'est, je pense, pour moi, la façon que j'aime le plus faire des decks. Je vais dire ça comme ça. Mm-hmm. Je vais dire ça comme ça, puis je pense que c'est la tienne aussi. Ah oui, définitivement. Fait que ça requiert plus de travail, mais quand c'est le fun à faire. Oui, j'ai trippé au bout à faire ça. C'est ça. Tu vois pas le temps passer, puis tu te rends compte que il est rendu très tard ou très tôt le matin. Exact. Exact. Fait qu'aujourd'hui, on va parler des tribes dans Magic the Gathering. Les tribus en Commander. Les tribus en Commander, exact. Tu sais, les slivers, les elfes, les dragons, les vampires, les tribus sont plus qu'omniprésentes dans Magic. Je pense que ça fait partie du jeu. J'ai sorti quelques petites stats que j'ai pris sur EDH Rec. Selon eux autres, il y aurait 117 tribes différents. Ah ben? Ouais, j'ai été assez étonné. J'ai été assez étonné, moi aussi, du chiffre. Ça a fait 117, ok. La plus populaire, je pense qu'on ne surprendra pas personne. C'est les gobelins. Non. Je te laisse une autre chance. Déception. Je dirais elfe. Bravo! Exactement. Mais c'est toujours selon EDH Rec. Okay. Ce serait les elfes. Et les moins populaires, ça, j'ai trouvé ça le fun. J'ai été étonné pis pas. Ben, ça doit être une tribu super obscure. Là. Ben, en fait, ils en ont sorti 5. Il y a les crocodiles. Vois-tu, c'est ça que j'allais garrocher complètement au hasard. Je vais en parler un petit peu plus tard. Il y a les warlocks. OK, ouais. Les serpents, ça m'a étonné. Tu sais, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient des plus populaires, mais des moins populaires, ça, je suis étonné un peu. Les gargouilles. Oui. Et les bats. Les chauves-souris. Les chauves-souris. Ben, sérieux, crocodile, j'allais garrocher ça parce que c'est un mot qui est facile à garrocher. Ouais, effectivement, oui. C'est bon. Ben, tu vois, je vais en parler un petit peu plus tard. J'en reviens sur ces fameux crocodiles-là. Les autres, on ne revient pas sur eux autres. Fun fact, par exemple, puis là, je fais un aparté, ça va arriver quelquefois, gargouille. C'est sûr. Ouais. Imagine-toi donc, je nous remonte en 96. Yes. On remonte à loin, Commander n'existe pas pour 2 scènes. 96-97. J'ai un de mes chums, David, pour ne pas le nommer, que je salue s'il écoute, sa carte favorite. Ah ouais. C'était Granite Gargoyle. Ah, c'est sûr, je savais que c'était. Puis c'est une carte, le artwork de cette carte-là. Écoute, c'est 2 colorless, un rouge, c'est une 2-2 flying en rouge. Tu payes un rouge, tu lui donnes 0 plus 1. C'est pas super bon, mais déjà là, c'est une flying pour 3 en rouge. À l'époque, c'était rare, très très rare. Ah ouais, c'est quand même pas mauvais. Puis, c'est ça, il a toujours trippé Gargouille. Puis à l'époque, Alliance, en 96, ont sorti Ivory Gargoyle. Ouais. Puis, il y a eu un reprint de Abbey Gargoyle Homeland. Homeland, pas un reprint, Homeland. Et Abbey Gargoyle l'a sorti. Puis, il jouait déjà rouge et blanc à l'époque. Okay. Fait qu'il s'était fait un deck 64 de gargouilles. Nice. Je vous annonce que c'était pas vraiment bon. Mais il aimait son deck pas mal. Mais il avait déjà commencé à faire des decks tribal. Oui, il y avait déjà un deck tribal à l'époque, avant même que Commander existe. C'est quand même cool pareil. Hein? Mais je l'ai d'en face la granite encore. Là, puis... c'est grave. Il faut que je check. J'aimerais ça l'avoir, une belle grosse image. Ça. Un gros poster. Un gros poster. C'est Christopher Rush qui avait fait ça en plus. Je vais aller fouiller un peu. J'aimerais pas ça. Excusez. Non, pas de problème. Je vais tomber direct dans le vif du sujet. En fait, je vais faire mon top 10 des tribes les plus fortes, à mon avis, à moi, de ce que j'ai vu. Puis, c'est sûr que mon jugement a été teinté un peu parce que la majorité de ce que j'ai vu, c'est dans notre ligue. Et dans notre ligue, que je vais parler plus tard, des règlements et tout ça,
vu les restrictions, les decks n'ont pas les mêmes forces, puis ils n'ont pas les mêmes. Ça change beaucoup, beaucoup de choses. Fait que donc, mon top 10, moi, il est relié par rapport à ça. C'est parce que c'est la plus grosse expérience que j'ai de la majorité des decks Tribal, non seulement que j'ai joué ou que j'ai affronté. Avant que tu sortes ton top 10, on se porte un petit drink? Oh yes, oui, hein? Il est là. Il faut prendre l'habitude de... Oui, c'est avant d'aller plus loin. Ouais! Yes, sir! À santé! Je suis dans l'exotisme aujourd'hui, mais c'est melon d'eau. Ah, moi aussi, je suis dans le San Pellegrino orange sanguine. Oh, encore! Yes, sir, mon chum. Fait que sans plus tarder, parce que je le sais, mon numéro 10 va partir le débat direct en partant. Puis je le savais, puis j'ai à la limite fait exprès. À mon avis, le numéro 10, c'est les gobelins. En fait, je trouve que leur gros défaut, parce que moi, celui-là que j'ai vu, il était mono rouge, c'est leur manque de support. En fait, de removal, en fait, de draw. Puis il était comme trop go wild. Souvent, il tuait la première personne, mais il n'était pas capable de gagner les games. Par contre, je sais que c'est le seul que j'ai vu. J'ai affronté le tien une fois. Puis j'ai marqué en parenthèse, je serais curieux de voir le deck à map dans notre ligue. Peut-être que ça le ferait monter peut-être un peu dans le ranking. Mais c'est ça. Pour ma part, il est 10 ans. Je dois avouer que je me fais regarder bizarre quand je sors mon deck gobelin. Ouais, mais la game que tu as jouée contre moi, je trouve qu'il avait quand même bien sorti. Puis j'avais été assez impressionné. Vous avez dit, OK, quand même, c'est pas. C'est rare qu'ils sont pas bien, ce deck-là. Ceux qui sont intéressés, Moxfield, MTGQ Channel, mon deck gobelin, il est 3 couleurs. Ouais, c'est ça qui est assez particulier. Souvent, on voit le mono rouge. Par contre, comme je dis, le gros défaut d'être mono rouge, c'est qu'il y a un manque de support dans ce que tu dois incorporer dans un deck, je pense. Fait que c'est là où est-ce que, en tout cas, de ce que j'ai vu, les gobelins dans notre ligue, n'ont jamais fait beaucoup, beaucoup de dommages. Ben, tu sais, une des choses dans ta liste, si tu permets, moi, les gobelins, je les ai mis 8 dans la mienne. Ah, OK. Bon. Quand même. Je suis pas suivi. Puis, ils sont 8e parce que ça fait partie. J'ai séparé ma liste. On va la repasser tantôt. Je vais vous la puncher comme ça une fois de temps en temps. Là, mais c'est bien correct. Je t'ai séparé comme en 3 tiers, si on veut. OK. 4 tiers. Puis, 8e tiers, c'est les tribus qui ont des infinite faciles. Puis, gobelin, c'est super facile de faire un combo persiste. C'est très, très facile dans le 2 couleurs, par contre, là, en Rakdos. Puis encore plus dans le 3 couleurs. Moi, c'est quelque chose que j'ai enlevé de mon deck, les combos. Mais il est 8e parce que c'est super facile de virer Infinite avec les gobelins. Ah, tu veux, c'est bon à savoir. Fait que donc, c'est pour ça que autant que mon top 10 que le tien vont avoir une bonne évaluation parce qu'on les a pas évalués de la même façon. Fait que c'est parfait, ça. C'est numéro 1. Si tu me permets de continuer, numéro 9, j'ai mis les anges. Ils ont beaucoup de support, autant en créature qu'en commandant, dans plusieurs couleurs. J'ai été étonné quand j'ai fait ma recherche. Il y a quand même pas mal de couleurs qui sont accessibles pour les anges. Moi, le deck contre qui j'ai joué, il était mono blanc. Et je trouve qu'une des forces qu'ils ont, c'est qu'ils sont tous flying. Ça vient dur à gérer. Surtout quand tu as un deck de gobelins où est-ce que tu es tout le temps à terre. Puis mon deck, c'est des soldats. Et je trouve ça dur à gérer. Fait que 9 pour les anges. En numéro 8, j'ai mis les zombies. Ils ont une belle synergie ensemble. Vraiment, je trouve qu'ils synergisent bien. Mais ce que je trouve qui fait vraiment leur force, c'est qu'ils ne sont pas tuables parce que ça joue dans le graveyard constamment puis ils reviennent constamment. Tu t'en débarrasses jamais des zombies. Non, c'est ça. Moi, son chat, puis c'est graveyard combo. Tu vois, c'est ça. Exactement. C'est ça. Le gars, il joue comme ça. Puis d'ailleurs, dans le petit résumé que je vais faire tantôt de notre ligue tripale, de ce qu'il y a eu hier, vous allez voir que j'ai écrit ça avant de voir ce qui s'est passé dans le game hier, puis je suis tombé direct dans le mille. Au numéro 7, j'ai les vampires. En fait, ils ont beaucoup de support en créature, mais j'ai marqué en gros, souligné, gros, gras, éminence. Et juste ça, je trouve que ça fait une force très, très dure à accoter pour les autres. Ça reste une tribe qui est quand même assez forte que j'ai rencontrée. Tu l'avais-tu, toi, dans tes 10? Les vampires, oui, sont 5e. Ah, tu vois, on est quand même pas loin. Au numéro 6, c'est les humans. Ils ont accès à toutes les couleurs. Ils ont autant du support, autant en commandant qu'en créature. Écoute, ils ont du stock. C'est vraiment une tribe qui est très, très forte. Si spoiler par rapport aux news de tantôt,
On a mangé une volée par les humans hier. Oh là là, ça fait mal. Au numéro 5, j'ai les Phyrexians. Oh. Ouais, c'est une tribe qui est en ascension. Ils ont un lot de créatures très, très, très fortes. Leur seul défaut, c'est leur casting cost, qui est quand même majoritairement haut. Si tu réussis à bien construire ton deck, tu réussis à faire de quoi d'assez fort et d'assez méchant. Il est dans notre ligue et il trône dans les hauts de notre classement et il n'est pas délogeable de là. C'est très méchant, c'est très fort. Au numéro 4, j'ai les Merfolk. Eux autres, c'est un incontournable. Je pense qu'ils ont une belle synergie ensemble. Puis je pense que si tu y vas dans le Simic, écoute, c'est un parfait combo pour un excellent ramp et un excellent draw. Et je pense aussi que ils ont une synergie où est-ce que si tu tapes 4 Merfolk, tu fais telle affaire, puis si tu tapes 3 Merfolk, tu fais. Puis écoute, c'est ça. C'est assez dur à gérer. Souvent, son low casting cost en plus. C'est une tribu qui est assez bien construite ensemble. De ton côté, c'est où ça, Merfolk? 9e. Oh, OK. Ouais, mais même raison. Tap, on tap, combo. C'est ça, exact. Exactement. Ouais, 9e. Au numéro 3, probablement une des tribes les plus jouées, je pense. Beaucoup de support en commandant puis en créature, c'est les dragons. Les dragons, je les ai mis en 3 juste à cause de leur gros casting cost, mais je trouve qu'ils ont un avantage sur les autres, c'est que malgré qu'ils ont un gros casting cost, ils ont beaucoup, beaucoup de trucs qui font baisser leur casting cost, spécialement pour les dragons. Je pense que c'est ce qui fait leur force. Mon frère les joue. Souvent, on a tendance à les négliger en disant bah, on a 5-6 tours lui avant qu'il arrive, et erreur. Erreur. Il réussit tout le temps à trouver quelque chose. Je pense que c'est Dragon Horns ou quelque chose de genre là, qui réussit à baisser le mana cost ou quelque chose du genre. En tout cas, il y a plusieurs cartes qui font baisser le casting cost. Fait que ça, c'est une très bonne tribe. Au numéro 2, et c'est là que je pense je pense qu'il y a vraiment une bataille entre le 1 et 2, puis c'est souvent là que le monde ne sont pas d'accord. Moi, j'ai mis les elfes. J'ai mis les elfes numéro 2. C'est une tribe qui fournit le plus et le mieux en ramp et en création de tokens. C'est une tribe où est-ce que les créatures coûtent pas cher. Tu réussis à te construire un board assez vite. Leur petit défaut, peut-être, c'est au niveau du mass removal. Si tu mass removal, les elfes, souvent, ils ont de la misère à repartir de ce qu'on voit. Mais ça reste une des tribes les plus fortes, à mon avis, qui est numéro 2. Et au numéro 1, et je vais expliquer pourquoi je l'ai mis là, c'est les Slivers. J'ai mis les Slivers numéro 1 parce que c'est la seule tribe que quand tu casses une créature, tu renforces toutes les créatures en lui donnant ses habilités. Il n'y a aucune autre tribe qui fait ça. Fait que donc, tes créatures, à chaque fois que tu en castes une, toutes les autres deviennent plus fortes. C'est immanquable. Et c'est la raison principale pour laquelle cette tribu-là est bannie de notre ligue. C'est des conseils que j'avais eus quand je l'ai parti, que c'était trop à part. Puis à date, elle n'est pas dans notre ligue, puis on s'en porte pas mal. Fait que c'est mon top 10. J'ai quand même quelques mentions honorables. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres bonnes tribes. Les mentions honorables, c'est les Wizards, les Dinosaurs, les Cats, les Knights, les Spirits et les Soldiers. Je pense que c'était... Ces tribes-là auraient pu rentrer, puis il y en a d'autres qui auraient pu descendre, là, ça joue un petit peu, mais je pense que dans l'ensemble, c'est pas mal les tribes qui sortent le plus du lot. De mon côté. De ton côté, Matt, ça dit quoi? Ouais, j'ai fait ça légèrement différent. Comme je vous ai dit, j'ai séparé ça en 4. Je suis allé avec mon top 3, qui sont, je crois, les 3 plus grosses tribus, selon mon expérience, qui piquent le plus des derrière, qui sont peut-être aussi le plus facile à construire autour d'eux. Puis là, on ne parlera pas de budget parce que ça va tomber, on va tomber dans une autre discussion. C'est ça. Ensuite, les 3 autres suivantes, c'est ceux-là que je trouve qui ont vraiment des commandeurs tribaux très forts. Mm-hmm. Après ça, 3e catégorie, ceux qui ont des Easy Infinite. Ça ne veut pas dire que les autres avant n'ont pas, mais eux autres, c'est des tribus qui sont assez faciles à tomber en combo avec. Puis la 10e, c'est mon runner-up. Okay. Commencer par runner-up avec les Spiders. Ouais. Avec Shelob. Je trouve que Shelob, c'est un commandeur qui est très très bon. C'est
Très facile de bâtir autour de ça. Puis la plupart des spiders sont pas super. Puis là, je ne parlerai pas d'argent, mais sont pas super dispendieuses. Non, non, c'est ça. Fait que je pense que tu peux te bâtir un très très beau deck pour pas trop cher. Puis Shella booste tous tes spiders. Ça représente bien l'effet tribal. Numéro 9, je vous l'ai dit, les Merfolk. Avec tout ce qui est tap on tap combo. Mon deck de Merfolk favori que j'ai vu de ma vie, c'est un deck qui s'appelle Atraxa Pool Party. OK. C'est Atraxa le Commander, mais c'est un tribal Merfolk, puis t'as toutes les couleurs des Merfolk. OK. Parce qu'il n'y a pas de Merfolk en rouge, mais t'en as en noir, en bleu, en vert et en blanc. OK. Puis c'est Merfolk +1/+1 avec le proliféré. J'ai trouvé ça super original comme deck. De mémoire, c'est Ellie de Hijinks qui avait ça de mémoire. Mais super original. Puis des fois, tu peux jouer de tribal sans nécessairement que ton commander save de t'attribuer justement pour aller chercher peut-être un effet ou une couleur. Numéro 8, c'est les gobelins. Je suis conscient d'où je me situe dans l'échelle. C'est bien ça. Numéro 8, c'est les gobelins. On a jasé. Super facile de faire des combos persistes. Super facile de faire des stratégies go wide. Et joueurs gobelins, ouvrez-vous aux autres couleurs. Il y a des gobelins Legendary qui vous permettent de jouer d'autres couleurs. Puis il y a sûrement aussi d'autres commanders que vous pourriez faire. Alors, je vais prendre ce commander-là. Je vais faire un deck gobelin avec Morofon, par exemple. Mais là, j'ai accès à beaucoup de couleurs. Numéro 7, je l'ai dit, zombie. Graveyard combo. Super facile à faire, super facile à bâtir. L'autre catégorie, ceux qui ont des commanders vraiment forts pour leur couleur. Numéro 6, les dragons. OK. Avec Mirim. Ben oui. C'est le commandeur à mon frère. Eh, boy. Deer Dragon, c'est un très bon commandeur, mais Mirim. J'aime mieux Mirim. Puis je l'avais dit à mon frère avait commencé avec Ur Dragon, puis j'avais conseillé. J'ai dit Mirim, Robert. D'après moi, c'est meilleur. C'est meilleur. Quand Mirim avait été releasé, avait été spoilé, j'avais commencé à bâtir avec. Je me suis rendu compte que c'était à la limite trop ridicule. Là. Non, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, 3 colorless, un vert, un bleu, un rouge pour une 6/6. Flying Ward 2. C'est ça. Elle est dure à sortir du battlefield en plus. Oui. Puis quand un non-token dragon arrive sur le battlefield, tu crées une copie, sauf qu'elle n'est pas légendaire. Moi, c'est ce bout-là, c'est que, quand tu joues un deck de dragon, tu mets plein de bons dragons. Puis là, quand il en arrive un en jeu, tu fais boy, lui, il est gros, va falloir que je le sorte. Non. Erreur, t'en as 2 à sortir. C'est ardu, là. Oui. Numéro 5, je suis allé avec les vampires, évidemment, Edgar Markov. C'est ça. Tu as dit tantôt éminence, c'est la même raison, juste pas le même terme. Edgar Markov qui fait des tokens, même quand il est dans ton même dans ta command zone, pardon. Puis Nat, tant qu'elle avait son Edgar Markov, elle ne mettait jamais sa table. Non, c'est ça. Il y a First Strike Ace, 3 colorless, un rouge, un blanc, un noir pour une 4/4. Imminence, donc quand tu castes un autre vampire spell, si Edgar Markov est dans ta command zone ou sur le battlefield, tu crées un vampire créature token. Puis quand lui attaque, tu mets un +1/+1 sur chaque vampire que tu contrôles. Fait que même sur le board, il fait de quoi de bon. Non, c'est ça. C'est vraiment plus broken. Puis là, au numéro 4, j'ai mis les ninjas. Out of nowhere. Out of nowhere, à cause de Yuriko de Tiger's Shadow. OK. Yuriko, c'est un commandeur qui est vraiment fort. Qui est aussi relativement facile à bâtir avec. Un colorless, un bleu, un noir pour une 1/3. Commander Ninjutsu, un bleu, un noir. Fait que pour un bleu, un noir, tu retournes une créature, un attaqueur qui n'est pas bloqué dans tes mains. Puis tu mets cette carte-là sur le battlefield, tapé et attaquant, soit de tes mains ou soit de la command zone. Tu ne payes jamais de taxes pour Yuriko. Ouf. OK. Wow. Jamais. Puis quand un ninja que tu contrôles fait du combat damage à un player, tu révèles la top carte de ta librairie.
Tu mets cette carte-là dans tes mains, et chaque opponent perd le nombre de points de vie égal au coût de mana converti de la carte. Wow. Fait que du draw, puis du dommage sur un commandeur que tu payes pas de taxes. C'est quasiment illégal. Fait que c'est pour ça que quand je faisais ma liste, puis pour avoir joué contre des Yuriko, Alex, Sainte-Pelle, je l'ai subi une couple de fois. Ok, ouais, hein? Effectivement, je la connaissais pas, moi, mais. Ouais, c'est très très bon. Deck Ninja, je pense que c'est une tribe qui est très forte parce qu'elle a un commandeur très fort. Ok, puis ils ont-tu du support pas mal en créature? Je suis curieux. Ils ont quand même, oui, ils ont quand même beaucoup de support en tant que créature. Je vais faire la recherche pendant que tu continues, je suis curieux. Combien il y a de ninja? Ouais. Je suis curieux. 46. Mais pas dans ces couleurs-là, là, si on y va dans les couleurs Commander. Commander, j'ai 37, mon noir-bleu. Noir-bleu, fait que 37 ninja, c'est effectivement. Hein, t'as du support pas mal. Fait que mon top 3. Numéro 3, les elfes. T'as un board, puis arrête pas de sortir des outils pour le faire comme s'il en avait besoin. Ouais, ça oui. C'est épouvantable. Puis il y a tellement de win-con faciles avec les elfes. Craterhoof PMA, Triomphe of the Horde, Noxious Assault, des elfes. T'sais. Ouais. Fait que numéro 3, les elfes, c'est. J'ai failli les mettre numéro 1. Ouais, il y en a beaucoup qui les mettent là. Parce que si on rentrerait, mettons, le coût du deck versus tout le reste, le gameplay, le coût du deck, comment tu peux gagner, je pense que les elfes seraient numéro 1. Mais là, on parle de puissance de tribe. Numéro 2, les Slevers. Oh! Hey, là, tu te demandes c'est quoi mon numéro 1, hein? Oui! Hein, tu m'as tué? Ouais, numéro 2, Slevers, même raison que toi. Ils se boostent entre eux autres. C'est vraiment bon, c'est vraiment fort. Écoute, c'est dur à se débarrasser. Un coup que c'est installé un deck de Slevers. Ouais, vraiment. Très dur à se débarrasser. Numéro 1, je suis allé avec les Eldrazi. OK. À cause de Inhalator. Ouais. Ça, c'est pas agréable. C'est pas agréable à subir, ça. C'est sûr que c'est un deck qui est peut-être plus dispendieux à bâtir pour qu'il soit bon. Moi, j'ai deux amis qui ont des decks d'Eldrazi, puis quand je parle de deck d'Eldrazi, Eldrazi avec un majuscule, puis on l'appelle Monsieur avant, là. Okay. C'est Adam et Alex. OK. Mais c'est ça, c'est des decks qui fessent sur un méchant temps rare. OK. Puis Inhalator fait toute la différence. Probablement que s'il n'y avait pas Inhalator comme habilité, Inhalator, ce que ça fait, c'est que quand il attaque, avant même que tu déclares tes bloqueurs, tu es obligé de sacrifier un nombre de permettants égal à son Inhalator. Ah, c'est ça. Ah non, c'est dur de s'en remettre de ça. Puis moi, personnellement, c'est une habilité que je déteste. Ah, moi aussi. Ça me pue au nez. Exactement. Mais c'est ça. C'est aussi ce qui fait que, selon moi, c'est la tribu la plus forte. Ouais, je suis d'accord avec toi. Par contre, je vais amener un petit bémol. Par rapport à notre ligue, il y a un joueur qui l'a essayé. Puis ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que même s'il ne valait pas de points, il tue en premier. Ouais, c'est ça. C'est ça, par rapport à notre ligue. C'est souvent ça qui arrive. Ouais. Avec Eldrazi sur la table, tu veux pas le laisser, même si. Puis, tu sais, même si le gars, il n'y a rien. Ah non, c'est ça. Tu veux pas qu'il attende qu'il y ait de quoi. Non, c'est ça. Fait que le joueur s'est tanné. Fait que c'est pour ça que moi, c'est le numéro 1, mais s'il n'y aurait pas Inhalator, les Eldrazi, je pense qu'ils ne seraient même pas dans mon listing. OK. Non, mais c'est un bon point quand même. Ouais. Un bon point. J'aime bien ça. T'avais-tu des mentions honorables ou c'était quand même assez complet? Hein? Tu as été même plus complet que moi. Mention honorable. Comme tu parlais des anges, les anges ont malheureusement pas fait la cote de mon côté. Il y a probablement plein les élémentaux. Ouais, les élémentaux, que j'aime pas parler, mais oui, c'est bon. Les mires. Les mires n'ont pas fait la cote. Moi, c'est une tribu que j'aime. Marc-André, son deck de mire, il est vraiment cool. Ah ouais, nous autres, il est bon dans la ligue.
Les rats, Nat a un deck de rats qui est super plaisant. Il y en a beaucoup, c'est ça. Souvent, les nouveaux joueurs qui veulent rentrer dans notre ligue disent mais je vais avoir de la misère à trouver une tribe. Non. Il y en a vraiment beaucoup des bonnes. Puis là, mais là, il dit toutes les bonnes sont sorties. Non, tu comprends pas, là. Il en reste encore en masse des bonnes. Puis la façon que la structure de la ligue est faite, puis que les games se jouent, les petites tribes ont autant de chances que les grosses. Fait que non, quand tu te mets à fouiller, là, puis là, ils fouillent, là, puis ils font je vais prendre ça, puis je vais prendre ça. Et puis on n'a même pas parlé des Warriors. Les Warriors aussi, c'était une bonne tribe. Fait qu'il y en a en masse. Les clérics, c'est ça. Ça, pour ça, à ce niveau-là, il y en a des moins bonnes, mais des bonnes qui sont jouables, puis qui sont compétitives, puis dans lesquelles on peut avoir du fun, puis qui ont du support. Il y en a en masse. C'est sûr que budgétairement, il y a certaines tribus que si tu veux être bon, vont coûter plus cher. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, oui. Effectivement. Ben oui, il y en a beaucoup. Oui, effectivement. Mais j'ai une question pour toi, moi. Ouais. Selon toi, c'est quelle la static abilities la plus tribale? Hey! Ah, je t'en avais pas parlé. La static abilities la plus tribale. Là, on parle de flying, first strike, des trucs du genre, c'est ça? La plus tribale. Ok, non, peut-être pas. Non, là, c'est peut-être pas une static ability, je me suis trompé. Une habilité que tu peux avoir sur une carte la plus tribale. C'est parce que d'après moi, il n'y a pas dans les static abilities. J'ai été un petit peu trop loin dans. Créature, you control from de tel type coûte un de moins. Non, on en a parlé tantôt. C'est clairement Imminence. Ah, oui, mais tu sais, il y a 5 cartes avec Imminence, 6 cartes. Mais c'est tellement fort. Puis tu sais, je les ai regardées, les 5 cartes, je les ai ici, je vais vous les décrire, là. Puis c'est parce que les 5, c'est clairement du tribal. Le premier, c'est sur Arabo Roar of the World. C'est une 5-5-4 avatar qui coûte un blanc, un vert, 3 colorless. Son Imminence, au début du combat de ton tour, si Arabo est dans sa command zone ou sur le battlefield, another target 4 que tu contrôles gagne +3 jusqu'à la fin du tour. C'est probablement une des moins bonnes des 3, puis je trouve ça quand même bon. C'est quand même fort pour les affronter, les chats, là. Je pense que c'est. En tout cas, moi, je la règne plus haut. Pour l'avoir déjà joué. Ah non, elle est bonne, c'est bon. Oui, c'est très bon. Après ça, on a Edgar Markov que tu as parlé tantôt, qui fait des vampires créatures token 1-1. Après ça, tu as Inala, Archmage Ritualis, qui est un wizard, 4-5 wizard, qui est bleu, noir, rouge et 2 colorless. Quand un autre non-token wizard entre sur le battlefield sur ton contrôle, si Inala est dans la command zone ou sur le battlefield, tu peux payer 1. Si tu le fais, tu crées un token qui est une copie de ce wizard-là. Le token gagne Ace et tu l'exales à la fin du tour. Moi, j'ai déjà vu du monde abuser de ça et c'était pas le fun. C'était vraiment pas le fun. Après ça, tu as celui pour les chevaliers, les Knights, Sidar Jabari of Zalfir, qui est une 4-3 Knight, qui est noir, bleu, blanc et un colorless. Son Imminence, toutes les fois que tu attaques avec un ou plusieurs Knights, si Sidar Jabari of Zalfir est sur la command zone ou sur le battlefield, tu piges une carte et ensuite tu discartes une carte. Oui, de mémoire, c'est lui que je trouve le moins bon, puis c'est le dernier qu'ils ont fait. Tu vois qu'ils ont tourné dans les Imminence. Ça n'avait pas le choix. Là. Ouais. Moi, je trouve que c'est l'habilité la plus forte d'Imminence, à mon avis. Puis là, quand tu vois mais c'est parce que tu vois que ça a tout un lien avec leur créature type. Ouais. C'est ça que j'aime. Et le dernier, non le moindre, des Dragon, qui est Wooberg plus 4 colorless. Son Imminence, c'est aussi longtemps que Dragon est dans la command zone ou sur le battlefield. Les Dragon Spells que tu castes coûtent 1 de moins à caster pour une 10-10 flying. Encore là, c'est quand même très très fort. Ils ont toutes d'autres habilités, mais moi je voulais surtout mettre l'accent sur l'imminence. Quand j'ai tombé là-dessus, j'ai dit ouais, t'as pas d'autres habilités qui sont vraiment concentrées sur un créature type. Tu vois qu'à toutes les fois que cette créature type-là interagit, ça crée d'autres choses. C'est assez fort. Je voulais faire une petite aparté là-dessus. Je trouvais que c'était un bon lien, en fait, avec notre sujet. Et tu vois, Imminence, là, je pensais jamais qu'elle allait en refaire. Ils m'ont surpris avec Sidar Jabari, puis je pensais jamais qu'elle allait réimprimer une carte avec Imminence. Parce effectivement. Que Imminence, le problème, c'est que tu peux pas interagir, du moins pour le moment, avec un commandeur dans sa command zone. Non, c'est ça. Fait
ça te donne un avantage, juste le fait qu'il existe. Exact. Si au moins ça aurait été dans le graveyard ou dans ah ben là, le joueur il décide de ne pas le mettre dans sa command zone, décide de le mettre dans son graveyard, il peut l'utiliser. Mais c'est ça. Parce que tu n'as pas d'interaction avec la command zone. Ah, effectivement. Fait que c'était le petit point. Je vais tomber dans un autre segment où est-ce qu'on va parler. J'ai sorti plein de petits points où est-ce qu'on va parler de tribe. Surtout qui ont des manques, en fait. Le premier, c'est j'ai trouvé des tribes qui manquaient de support en créature. Le premier que j'ai sorti, c'est une petite crotte que j'ai sur le cœur, ça fait longtemps, tu le sais, c'est les dwarfs. Tu n'as plein de beaux nains verts à cette heure. Attends un peu, laisse-moi finir. Crains-moi pas, Matt, s'il vous plaît. Les dwarfs en mono rouge. Ils ont sorti un commander en mono rouge. Mais check bien les stats que j'ai sortis. En mono rouge, il y a 55 créatures dwarfs. C'est quand même pas pire. Sais-tu combien qu'il y en a qui sont rares et mythiques? Parce qu'on s'entend que Commander, tu joues rare et mythique. Il y en a... Oh. Ah, un petit peu plus quand même. Il y en a 12. Ah. Il y a 12 rares et mythiques. Mais, sais-tu combien qu'il y en a depuis... depuis Judgment en 2002? Combien qu'ils en ont sorti? Donc, avant ça, là, ce sont tous avant ça qui ont sorti les Dwarfs. Depuis le set Judgment en 2002, ils en ont sorti 4. Dont 2 dans le dernier set de Lord of the Rings. Fait que donc, dans tes 12 rares et mythiques, t'en as qui sont avant Judgment. Je vais te le dire, là, sont mauvaises. Sont même pas bonnes. Dwarf de merde. Dwarf de merde, entre autres. En fait, c'est le Dwarf nomade. Mais ça, c'est un running gag entre moi et Matt, où est-ce que Nathalie m'avait entendu dire Dwarf de merde, mais c'est un Dwarf de merde. Je trouve ça illogique dans un jeu fantasy que les dwarfs n'aient pas plus de support en créature. Tu es capable de mettre des dwarfs dans n'importe quel plan. Là. Tu te plains le vent plein, hein? Des squelettes. Il y en a. Va pas trop loin, j'en parle plus tard des squelettes. J'en parle plus tard. Mais c'est ça. Oui, je me plains le vent plein un peu, je le sais, mais il reste que ça fait longtemps que je l'avais sur le cœur. Puis là, ben, c'est mon émission de Tribe, c'est moi qui décide de quoi je parle, OK? Mais j'ai pensé à toi, parce que l'autre tribu qui manque de support, c'est les bears. Les bears? Les bears, ouais. Je suis plus un fan d'éléphants et de rhinocéros, personnellement. Ah, ok, je pensais que c'était des ours. Les ours ont 31 créatures en tout. Ils ont 8 rares et mythiques. C'est trop peu. Bear Force 1 et Bear Force 2 existent pareil comme deck. Ah, oui, il en existe. Oh oui, il en existe, ça c'est sûr. Graham Stark a joué les 2 versions de Bear Force, puis c'est des decks très drôles à regarder aller. Ouais, en drôle. Tu sais, faut pas t'oublier que moi, j'ai sorti ça dans le concept de notre ligue. Là. Oh, oui. Non, c'est dans le concept où est-ce que faut que tu sois un peu compétitif. Tu sais, je vais en parler de nos règlements tantôt, mais dans notre ligue, ça te prend un minimum de 33 créatures de ta tribu. Fait que tu vu, là, tu n'es même pas capable de le faire. Tu n'es même pas capable de te faire un deck d'ours. Fait que tu sais, c'est tel que tel. Et l'autre, c'est les Minotaurs. Les Minotaurs, j'ai été surpris, par exemple. Ils ont quand même 99 créatures. Mais ils en ont juste 22 de rares ou mythiques. Et pas parce qu'ils sont rares ou mythiques qu'ils sont nécessairement bonnes. Pour avoir déjà fait un deck de Minotaur en noir et rouge, moi je l'avais bâti extra attaque. Puis j'aimais vraiment ça. Un des problèmes, c'est que j'étais tombé dans une phase. C'était extra attaque infinie. OK. Fait que mon objectif, c'était que je tombais dans ma phase d'attaque et j'attaquais infiniment jusqu'à ce que tout le monde soit mort. OK. Puis j'étais dans une phase où j'essayais peut-être de réduire le nombre de combos dans mes decks. Fait que j'ai défait le deck de Minotaur parce qu'à part de ça, je vois pas trop comment tu peux faire avancer ce deck-là. Il n'y avait pas de 33 Minotaurs dedans, mais c'était majoritairement pas mal tout des Minotaurs. OK. Bon, quand même pas. Fait que c'était le point pour ceux qui manquent de support en créature. Est-ce que tu en avais, toi? Ah non, toi, je pense que c'était du support en général. Hein? Moi, c'est support en général. OK. Je vais faire mon deuxième. Les squelettes. Dans les squelettes, moi, ça c'est. Je vais faire mon deuxième et mon troisième point, puis après ça, on va pouvoir aller avec les tiens. Mon deuxième point, c'est la tribe qui manque de support en commandant. Mon premier, c'est les beasts. Les beasts, il y a 472 créatures de beasts.
C'est énorme. Oui. Il y a 148 rares ou mythiques. Par contre, ils n'ont pas de commandant ou de lord digne de représenter les beasts. Quand j'ai été voir sur EDHREC, je peux même aller voir en direct, il n'y avait comme pas de beasts qui les représentaient vraiment. C'était souvent des commandants qui n'étaient pas mauvais comme tels, mais c'était pas... les top commandants, c'est un Human Artificer qui est Thanos, sinon tu as Radagast. Radagast, les beasts coûtent, ils ont Ward 1. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas mauvais, mais moi, c'est dans l'optique que son créature type, c'est pas Beast. C'est pas un Lord Beast. Est-ce que ça se pourrait que Wizard ne fasse pas de Commander Tribal Beast on purpose parce qu'il y a trop de support au niveau des créatures? Ça se peut fort bien. Ça se peut fort bien. Ça serait même très logique. Très logique. Mais je trouvais que pour 472 créatures, j'avais comme fait, il y a autant de créatures que ça, puis il n'y a pas de Lord vraiment digne de ça, non. Puis tu regardes là, Thanos puis Radagast, c'est Brothers War puis Lord of the Ring, là, c'est pas des vieux sets. Là. Non, c'est récent en fait. Si tu vas sur EDHREC puis tu regardes les Commander Beasts, là, je pense que le plus vieux c'est Ikoria. C'est pas loin. Là. Ouais, c'est ça. T'as Morophon, mais Morophon, tu peux le placer n'importe où. Fait que c'est ça. C'était pas. La prochaine tribe qui manque de support en commandant, je trouve, c'est les Birds. Les Birds ont quand même quelques créatures. Il n'y en a pas tant que ça. Je n'ai trouvé 45 créatures dans le blanc et bleu. Je trouvais que c'était quand même pas une mauvaise tribe qui est flying aussi un peu, mais qui n'ont pas de commandant digne de ce nom-là. Fait que... On trouve encore Radagast et Thanos. En fait, c'est ça qui arrive. C'est pour ça que je trouve que c'est pas des commandants exclusifs. Ouais, c'est ça. Voilà, exclusif, c'est le bon terme, c'est ça. Ça, c'est des commandants généraux. J'aime moins ça un peu. Et le troisième, c'est les plantes. J'ai été étonné. Ils n'ont pas de commandant plantes. Il y a un bon commandant, puis c'est un élémental. Il y a 62 créatures plantes, dont des solides, dont Cultivator Colossus puis Genesis Hydra. Il y a des solides créatures plantes. J'ai été étonné quand j'ai vu le listing de créatures qui sont plantes. Mais, encore là, il n'y a pas de commander vraiment pour les plantes. Il n'y a pas de plantes en chef. Ça fait drôle à dire. Ou un jardinier, peu importe. Ouais, ou un jardinier, ben oui, c'est ça, effectivement. Fait que c'est ça. Sinon, l'autre petit point, avant de passer au tien, c'est les tribes qui manquent un peu de tout. Et c'est là que je tombe avec les skeletons. Parle-moi de ça. Ils n'ont pas de commandant. Il y a 64 créatures skeletons, puis il y a 16 rares et mythiques. C'est trop peu. Pour un jeu fantasy skeleton, c'est trop peu. Moi, ce qui me bug, là, c'est que. Et c'est le commentaire que j'ai fait quand tu m'as demandé de sortir des tribus, je trouvais qu'il manquait de support. Les squelettes, il y en a à peu près 1, 2 dans chaque set. Mais c'est tout. Il n'y a jamais de focus. Il n'y a jamais de. Ils nous saupoudrent ça depuis 1993. À coup de petits bouts. Puis, c'est quoi de faire un nécromancer qui va nous leader ça, cette armée-là? Ouais, ben oui, exact. Exact. Moi, je pense qu'il y aurait tout intérêt à faire ça. En tout cas, c'est mon opinion à moi. C'est sûr que là, je prêche ma paroisse, mais je pense qu'il y aurait tout intérêt. Skeleton, il faut qu'il y ait plus de support. Puis, il faut que, non seulement ça, mais les squelettes, souvent, c'est une mécanique de. Ils reviennent du graveyard, facile, tu peux les rejouer du graveyard. Mais, s'il vous plaît, développez ça un petit peu plus, Wizard, pour que vous donnez une belle image aux squelettes. Puis, tu sais, c'est ça, à la limite, il meurt, tu le stun counter, puis il va prendre 2 tours, puis il va revenir. Puis, c'est ça, c'est supposé tout le temps être fatigant, puis revenir, puis être des 1. Non, c'est ça, exact. C'est quand même, c'est ça. La deuxième, c'est les Phoenix. Ouais, Flan est un deck de Phoenix. Flan est un deck de Phoenix. Ah ouais? Ben, tu vois, j'ai trouvé qu'il y a quand même 34 créatures en tout. 31 rares et mythiques. Sensiblement les mêmes habilités, je trouve que ça se ressemble, ça tourne pas mal tout autour de la même chose. Ouais. Il y a des bons commandants, mais pas vraiment de commandants où est-ce que tu dis ça, c'est le commandant des Phoenix. Non, ben c'est ça. À chaque set, souvent ils sortent un Phoenix qui va revenir selon la mécanique de ce set-là. C'est ça, j'aime moins. Je trouve qu'il pourrait faire de quoi qui pourrait être très très cool avec les Phoenix. Mais je trouve que ça laisse à désirer.
Puis le troisième point, ça touche les Barbarians puis les Berserkers. Je trouve que ça serait une tribe qui pourrait combiner ensemble, ou chacun d'un bord qui pourrait facilement faire quelque chose avec ça, qui est dans le monde fantasy. J'ai vu 2 commandants qui étaient corrects. Il y a quand même un bon lot de créatures, mais pas tant de rares et de mythiques. Puis ça va un peu dans toutes les directions, malgré le fait que c'est tout le temps du go wide un peu. Là. Je pense que ça pourrait être. Il pourrait avoir de l'amour, ces Barbarians-là, puis ces Berserkers. Là. Ça manque d'amour un peu, cette tribe-là. C'est mon opinion. De ton côté, c'est quoi les tribes que tu trouves qui manquent de support? Écoute, on a parlé des squelettes. Je n'avais sorti 3, j'avais sorti les squelettes. Ça, c'est fait. Selon moi, celle qui manque, c'est probablement dans les tribes originales. C'est une tribu qui avait beaucoup de lords à une certaine époque. Aujourd'hui, on recommence tranquillement à en avoir un petit peu, c'est les kobolds. Oui. Les kobolds, dans Legend, c'était quelque chose. Ouais. Ils se boostaient entre eux, ils se donnaient des habilités entre eux. C'est peut-être l'ancêtre des Slivers. Mais, tu sais, le Drill Surgeon qui donnait plus 0, plus 1 et Trample à tous tes kobolds. L'Overlord donnait First Strike à tous tes kobolds, etc. Fait que je trouve que les kobolds, pendant trop longtemps, on n'en a pas eu. Puis là, on commence à en avoir un petit peu. J'espère. Puis les kobolds, ce qui était le fun dans le temps, c'est qu'ils coûtaient 0. C'était des 0-1 qui coûtaient 0. Puis les lords venaient les booster. Il y avait une thématique que j'aimais beaucoup. Ouais, c'est cool. J'aimerais ça, ouais. J'aimerais beaucoup ça qu'on revoie cette tribu-là un peu plus. Puis la deuxième, c'est encore là, toi, tu as parlé des Berserkers et des Barbarians. Moi aussi, ça serait un mix, les Djinns et les Ifrits. Oui, oui, c'est vrai. Moi, je pense que tous les Ifrits devraient devenir des Djinns, tout simplement. Ils sont capables de dérater ça, ils l'ont déjà fait. Ben oui. Puis, je vais en parler d'un autre tribe plus loin qui a eu un errata majeur. Puis, comme, tu sais, bon, il y en avait beaucoup sur Rabia qui était Arabian Night. On retournera jamais sur Arabian Night, on le sait, on n'ira jamais sur Rabia parce que c'est un plane basé sur le real world, sur les contes et légendes. Bon. Et rien n'empêche qu'il pourrait refaire un autre plane style Arabian Night avec le même flavor. Puis là où on pourrait retrouver justement des tribus de djinns. Je pense que ça pourrait être très cool. Effectivement. Des bons points. C'est le fun, c'est des tribes que je n'avais pas sortis. je trouve ça cool. Après ça, j'ai encore 4 autres petits segments de tribes que je veux jaser un petit peu. Il y a des tribes qui m'ont surpris. En fait, il y en a 2. Il y a la tribe des gods qui a 58 créatures mythiques ou rares. C'est quand même énorme, pareil. 58, j'ai été étonné. Bon, c'est sûr qu'il y en a beaucoup là-dedans qui marchent avec le terme m'échappe, mais le nombre de laines que tu as. La dévotion. La dévotion, c'est ça. Merci, Matt. Il y en a beaucoup qui marchent avec la dévotion, donc c'est un petit peu plus dur, mais je serais curieux de voir quelqu'un qui se fait un deck de Tribe God. Je suis convaincu que. Ah, ben mon Dieu. La prochaine fois que tu es à la maison puis que Vince il est là. Inor, c'est son Essica. Ok, ouais, c'est ça, Essica, oui. Puis d'ailleurs, si je ne me trompe pas, on a au moins une partie de filmée de mémoire sur un petit GQ Channel avec Essica. Ok, intéressant. Je serais bien curieux de voir ça. Ben oui, bien sûr. Puis l'autre tribe qui m'a surpris, c'est les Sphinx. Les Sphinx mono-bleus, il y a 51 créatures, il y en a 42 qui sont rares ou mythiques. Ouais, leur défaut, c'est qu'ils coûtent cher. Oui, mais sais-tu quoi? J'ai trouvé le bon commandant. Puis je l'ai sorti en plus justement pour en parler. Il s'appelle Onesh, Cryosphinx Sovereign. Il coûte 2 bleus 4. Oui, il coûte cher, mais il y a des commandants qui coûtent aussi cher que ça. C'est une 4-4 flying. Les Sphinx spells te coûtent 2 de moins. Quand que Onesh ou un autre Sphinx rentre sur le battlefield sous ton contrôle, tu révèles le top 4 cartes de ta librairie. Un opponent sépare les cartes en 2 piles. Il y a une pile dans ta main, puis l'autre dans le gréviard. Je trouve qu'il y a de quoi à faire avec ça. C'est
Je pense que ça peut être quand même bon. J'ai été étonné. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de support pour les Sphinx. À 2 colorless de moins, tu rajoutes avec ça une coupe d'autres de rock, puis de. Ouais, c'est ça. Je pense que ça peut être pas pire. Fait que c'est des tribes qui m'avaient surpris. Après ça, j'ai été dans un autre segment qui s'appelle les tribes qui sortent de l'ordinaire. Et mon premier, c'est les crocodiles. Le seul commandant que j'ai vu, c'est un shapeshifter, ça part mal. Déjà en partant, ça va pas bien. Il y a 28 créatures, il y a une rare mythique. On s'entend que ça sort de l'ordinaire. La deuxième, c'est les Moonfolk. Je savais même pas c'était quoi. C'est la première fois que je voyais ça. Ouais, c'est sur Kamigawa, ça. Entre autres, oui. En fait, ça tourne beaucoup autour du bounce. Il y a 26 créatures et il y a quand même un commandant qui est pas pire qui s'appelle Tameshi Reality Architect. J'ai trouvé ce type-là quand même pas si pire. Genre, c'est quand même pas mauvais, ça pourrait sortir de l'ordinaire. Et l'autre, encore là, j'ai une pensée pour toi, c'est les robots. Les Transformers. Bon, ils n'ont pas vraiment de vrais commandants, là, mais quand j'ai vu ça, je fais, mais ça existe vraiment, le Tribal Robot. Ben, okay. En fait, si un jour je le fais, je vais prendre Morofon comme commandeur. Ouais, c'est ça. Le commandeur qui est utile pour ceux-là qui n'ont pas de commandeur. En fait, ben, c'est pas pour ça, c'est pour m'assurer de pouvoir jouer tous les Transformers dans le deck. Ouais, c'est ça, pour avoir les couleurs, c'est ça. C'est bon ou pas bon. Ouais, je faut tout les mettre dans le deck. Non, ben c'est ça. C'est une bonne option, c'est un bon dépanneur, comme on dit. Ouais. L'autre segment, c'est des tribes qui se combinent bien. J'ai sorti quatre combos, si tu veux, de tribes qui vont bien ensemble. Comme les fungus et les Sraproling. Je pense que c'est deux tribes qui vont très bien ensemble. Il y a les chats et les chiens. J'ai été étonné de voir un peu la synergie qu'il y avait ensemble. Il y a les wolves et les werewolves. Je pense que un va pas sans l'autre. Et il y a une tribe que c'est mon frère qui m'a fait découvrir. Je savais même pas que ça existait en fait. Ça s'appelle Kloss. Les kraken, les léviathans, les octopus et les serpents. Ça c'est quelque chose. Les Big Sea Monsters, là, ça devrait être toutes réunies sur le même type. Ben, nous autres, on l'avait accepté. En fait, on a comme ajouté un petit astérix à notre règlement où est-ce que tu peux combiner des tribus qui n'ont pas assez de support pour être seuls puis qui se joueront pas tout seuls. Tu ne joueras pas un deck d'octopus. Tu ne joueras pas un deck de Léviathan. Par contre, là, tu peux jouer un deck de Kraken, Léviathan, Octopus, Serpent qui ont une synergie ensemble. C'est toutes des bêtes, des os ou quelque chose du genre. Un peu comme les Wolves et les Werewolves, tu sais. Ça fit ensemble. Ou maintenant les Slavers puis n'importe quoi à cause de Ruca-Rumel biologiste. Non, on va pas là maintenant. On va pas là? Non, on va pas là. On va pas là, tu vas me mettre en 5 sous. Et mon dernier segment, c'est les nouvelles tribes. Je pense que dernièrement, il y a sorti trois tribes qui ont vraiment pris de l'expansion. Tu en as parlé de une, j'ai parlé de l'autre, et il y en a un autre que tu vas être bien content que je vais parler. La première que je veux parler, c'est les Myres, avec leur commandant Urtet, Remnant of Menarch. Je pense qu'il a propulsé les Myres à devenir une tribe respectable. Il se joue dans notre ligue et c'est solidement fort. C'est vraiment bon. Fait que je suis quand même content. Les Myres avaient besoin d'un bon commandant comme ça, puis ils en ont eu un, puis tu veux-tu le décrire ou tu veux que je le décrive? Je pense que ça vaut la peine de... Ah, vas-y, je suis en train de sortir de quoi d'autre. Je veux parler des Myres, je vais continuer sur les Myres. OK, je vais l'avoir à l'instant. Urtet, c'est une 2-2 Myre pour 3 colorless. À toutes les fois que tu castes un Myre spell, tu crées un 1-1 colorless Myre artefact créature token. Au début de ton combat, de ton tour, tu untapes each Myre que tu contrôles. Ça, c'est assez fort. Mais c'est surtout l'autre d'après, où est-ce que tu tapes Wooburg et tu tapes ton commandant. Tu mets 3+1+1 counter sur chaque Myre que tu contrôles. Tu peux juste l'activer pendant un tour. J'espère bien que tu peux juste l'activer pendant un tour. Hey, 3+1+1 sur chaque Myre que tu as. Aïe, aïe. Moi, j'avais fait un deck de Myre à une certaine époque. Là. Mon commandeur, c'était Anna Ships Navigator, qui était un colorless, un blanc, un bleu pour une 1-2. Un colorless, un blanc, un bleu, tape, tu retournes un artefact ou un enchantement de ton graveyard dans tes mains. Ouf.
Ouais, c'était pas. Mais ça me décollait les couleurs bleues et blancs. Puis il y avait un peu plus d'interaction avec les artefacts et avec les mires. Avec le blanc, le mire Smith, puis ces trucs-là. OK. Fait que le commandeur, à cette époque-là, j'avais choisi pour justement Ouais. aller chercher les couleurs plus que. OK. La deuxième. Tu veux-tu parler des mires tout de suite? C'était ça que tu voulais parler, Oh, je oui, c'est suppose? juste. OK. La deuxième tribe que je trouve qui est en expansion, c'est les Phyrexiennes. Oui. On n'en parlait pas tant avant, mais là, avec les derniers sets qui ont sorti sur les Phyrexiennes, il s'est créé beaucoup de créatures. Et tantôt, je parlais d'un errata qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de créatures qui ont été erratées en Phyrexiennes qui ne l'étaient pas. Ouais. Il y a 456 créatures Phyrexiennes, man. C'est énorme. Puis Brimaz, Blight of Forest Coast, le artwork, il est-tu pas awesome? Oh, je sais pas de quel tu parles. Je le connais pas, elle. Ah ouais, c'est une belle. En général, les Phyrexiennes, je trouve qu'ils ont. C'est des belles images, c'est des monstres qui sont assez Brimaz, puissants. Blight of Forest Coast, 2 colorless, un blanc, un noir pour une 3-4, Phyrexian 4. Quand tu castes un Phyrexian créature ou un artefact créature spell, tu incubate X. X est égal à mana value. Au début de chaque fin de tour, si un Phyrexian est mort ce tour-ci, tu prolifères. Ah, oh boy. Aïe, ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, il était dans mon top 10, les Phyrexians. J'ai joué contre ça, puis c'est assez ardu, c'est assez fort. C'est vraiment là. C'est une tribe qui est en expansion qui va devenir dans les meilleurs. Ben, en fait, si vous permettez, oui. Avec la fin de l'histoire qu'on vient d'avoir, je me demande si. Non, c'est pas vrai, je me le demande pas. On va sûrement revoir des Phyrexianes, mais je pense qu'on va prendre du temps. Ben, en fait, c'est ça que j'allais te dire. C'est sûr que pour le futur, il n'y aura pas beaucoup de support qui va s'en venir. Là, ça va être pauvre pour pendant une bonne couple d'années. C'est à ce niveau-là, peut-être que ça va peut-être être plus problématique parce que, tu sais, quand on choisit une tribe dans notre ligue, puis que le monde me demande conseil, c'est ce que je leur dis. Essaye de trouver une tribe que tu vas pouvoir avoir du support. Parce que sinon, ben, tu vas toujours rester avec les mêmes créatures que tu as en ce moment. Ben, c'est pour ça que j'ai fini par défaire mon deck modular, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez. Modular, c'est. On a eu dans Mirodin l'original de mémoire, plus un peu dans MH2. Mais à part de ça, c'est une mécanique trop passive à mon goût. Moi, j'aime ça améliorer mes decks, changer mes decks. C'est ça, exact. Il se passe rien avec ce deck-là. C'est ça. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis passé de Spirit à Soldier aussi. Spirit, il en sort, puis il en sort quand même tout le temps un petit peu, mais jamais autant que Soldier. Soldier, c'est une constante évolution. Là, ça arrête jamais. Pour mon troisième, je pense que c'est une nouvelle tribe, c'est les Halflings. Oui. Ta réaction. Bon, c'est sûr que le sport est fini. Ben, c'est juste là. Halfling, c'est une créature fantaisiste de base. Ouais. L'équivalent qui avait sorti, c'était les Kitkin lors de l'Orwin. Encore là, c'est deux tribus que j'aimerais ça qu'ils mixent ensemble. Effectivement. Que les Kitkin deviennent peut-être des Halflings ou vice-versa. Mais les Halflings, c'est pas que sur Lord of the Rings. Ils peuvent nous remettre des Halflings dans n'importe quel set. Il y a des petits elfes. Là. Effectivement. Tu sais, c'est une tribe qui est dans les couleurs Iceband, c'est-à-dire blanc, noir et vert. Il y a beaucoup de Frodo, de Merry et de Bilbo. Il y a quand même 44 créatures. J'ai été étonné. Ouais, mais ils ont 3 noms différents. Ouais, peut-être. il y a 26 rares et mythiques pour une tribe qui vient de sortir. Ouais. Ça reste une nouvelle tribe, mais j'ai quand même été assez impressionné du support de la tribe. Parmi celles-là, mon Halfling délicieux. Effectivement, oui. Donc, c'était ça pour mes nouvelles tribes. Ça fait pas mal le tour du segment que j'avais construit par rapport aux tribes dans Magic, les stats à gauche et à droite. Là. Le reste, je vais plus parler maintenant de la présentation des règlements de notre ligue. Puis après ça, je vais vous présenter mon deck de ligue, qui est le deck de Soldier. À moins que tu avais quelque chose à rajouter. À part
partagez avec nous votre tribe favorite. Ah, ben oui, Ouais. oui, c'est vrai. Votre Si vous avez tribe des. favorite. Puis vos decks aussi, si vous avez des decks tribales, Ouais. n'hésitez pas. N'hésitez pas. Fait que je vais ouvrir mon document des règlements qu'on va passer quand même assez rapidement, mais je vais prendre le temps de les expliquer comme il faut. Puis si tu as des questions, Matt, tu ne te gênes pas. Ou Sure. des choses que tu veux rajouter. Mon document. Il est ici. Je t'annonce que c'est le PDF que j'ai lu le plus souvent dans ma vie. Au moins 3 fois. Ouais, ah ouais, ok, quand même. Ouais. Bon, en fait, c'est les règlements de notre ligue tribale à Rimouski que j'ai parti l'hiver passé. J'ai fait une petite introduction qui dit que la ADH Tribal League se veut une ligue compétitive où l'objectif demeure le plaisir de tous. L'essence de cette ligue est de créer des games épiques à l'image du film Le Hobbit, la bataille des 5 armées. Mais pour nous autres, c'est 4 parce qu'on joue à 4. Où une alliance et des trahisons se font entre les tribus dans l'objectif d'en sortir vainqueur. C'était vraiment l'objectif, puis c'était comme avant que les sortes du Seigneur des Anneaux sortent, mais c'était vraiment. Puis les games, c'est un peu ce que ça donne aussi, c'est qu'il y a vraiment des alliances entre les tribus. Vous allez voir le système de points un petit peu plus loin qui fait qu'il y a beaucoup d'alliances qui se créent pour essayer de sortir les plus forts, whatever. La première règle, c'est une tribu par joueur. On ne peut pas avoir 2 fois la même tribe dans la ligue. On avait déjà parlé dans le podcast, puis tout ça. Ceux qui suivent le hockey et qui connaissent le hockey, vous allez voir beaucoup de liens entre les deux. Je suis un amateur de hockey, un fan fini. Fait que donc, tu ne peux pas avoir 2 fois la même équipe. Fait que donc, ta tribe, c'est comme ton équipe. Puis toi, tu es comme le directeur général, puis tu te fais une équipe avec ça, puis ça, c'est tes joueurs, puis c'est avec ça que tu vas jouer. Bon, après ça, la deuxième réglementation, c'est l'attribution des tribus et premier arrivé, premier servi. Ça, c'est quand on est parti, on a fait un ordre pour savoir qui allait choisir quelle tribu, justement, vu qu'il pouvait juste avoir juste un. Puis après ça, ben, c'était dès que tu arrives, tu dis, moi, je prends cette tribu-là, elle n'est pas prise, ben, c'est à toi. Puis si elle est déjà prise, ben, tu ne peux pas la prendre. Le numéro 3, c'est qu'il y a une possibilité de changer de tribu en pleine saison, mais les points des games déjà accumulés ne s'effacent pas. Ça, c'est un côté plus technique un peu, parce que dans notre saison, tu peux juste jouer 12 games. On joue 12 jeudi, exemple. Fait qu'il y a juste 12 games que tu peux jouer. Mais si tu changes de tribu en pleine saison, mais tu peux pas recommencer en te disant, cette tribu-là n'est pas bonne, mais elle a refait 12 games avec un autre. Non, ça marche pas comme ça. Si tu en as joué 6, ben, tu en restes 6 à jouer avec un autre tribu. C'est clair ce que j'ai dit là? Oui, tout à fait. Ouais. OK, ça marche. Bon, après ça, la priorité des sélections des tribus est celle de l'entrée des joueurs dans la ligue. Ça, c'était au début. Une tribu qui n'a aucun match de jouer pendant la saison redevient disponible après la saison. Là, on s'est rendu compte qu'il y a certains joueurs qui prenaient des tribus, mais qui ne jouaient pas. Fait que là, ça empêchait d'autres mondes de rentrer, de prendre ces tribus-là puis de les jouer. L'objectif, nous autres, c'est que toutes les tribus soient sur le battlefield puis que ça joue. Fait que, donc, on a rendu disponibles les tribus qui n'étaient pas utilisées. Au numéro 6, c'est la tribu Sliver Banny. Puis, en parenthèse, il y a possibilité de rajouter une tribu qui domine trop. D'ailleurs, on a émis un avertissement à la tribu des elfes, que quand qu'elle est rentrée, elle était beaucoup trop dominante. Le joueur a été bon joueur. Il a descendu le power level de son deck et il se situe dans les bons, mais il ne domine pas. Fait qu'il gagne et il perd. Ce que je trouve quand même assez plaisant. La règle numéro 7, je pense, c'est la règle de construction de deck la plus grosse de nos règlements. Puis quand le monde construit leur deck, c'est ce qu'ils trouvent le plus dur. Par contre, je trouve que c'est ce qui fait l'unicité, l'unique de cette ligue-là. C'est un minimum de 33 créatures, incluant le commandant, qui partage une seule des 2 tribes de ton commandant. Il y a un petit astérix qui est important, le numéro 4. Les exceptions sont des tribus chien-chat, sapling, fungus, wolf for wolf. Puis que nous sommes ouverts à étudier demande de tribus conjointes. Par contre, les additions de tribus doivent être thématiques et synergisées entre elles. Fait que Sliver plus n'importe quoi. Ouais, non. Sliver, si tu retournes au règlement 6 avant, tu peux pas. C'est terminé. C'est sûr que c'est beaucoup 33 créatures. Il y a des tribes qui réussissent pas à rencontrer ça parce qu'ils en ont pas assez. C'est pour ça que tantôt, je faisais beaucoup d'énumération de nombre de créatures qu'il y avait. Et il y en a d'autres qui en ont 33, mais qui ne sont pas 33 bonnes. Fait que ça reste des défis techniques. L'objectif de tout ça, c'était que, inévitablement, d'avoir des armées de créatures qui s'affrontent, mais c'est surtout d'avoir une bonne sélection de créatures. Puis tu veux pas, de entre 33, 35 et 37 lemmes, plus 33 créatures,
on s'entend qu'il ne te reste plus grand-chose pour le reste. Choisis très, très bien tes artefacts, tes enchantements, tes sorceries et tes instants, parce qu'il ne te reste plus grand spot pour ça. Et c'est là que, d'après moi, ça se joue. Puis c'est là que la construction de deck devient hyper importante. Après ça, au numéro 8, les créatures hors tribu sont interdites, à moins que le nom de la tribu soit indiqué dans le texte. Donc, tu peux avoir une créature qui n'a pas le tribe, mais qui vient en aide. On a fait ça pour un peu alléger un peu le carcan un peu, mais aussi parce qu'il y en a qui, clairement, ils ne sont pas de la tribe, mais la seule raison pour laquelle il existe cette carte-là, c'est pour aider la tribe. Exemple, Mug Catcher qui va te faire chercher un gobelin. Exact. C'est exactement ça. Par contre, tu n'as pas le droit de jouer parce qu'on n'a pas le droit d'aller chercher. On n'a pas le droit d'aller chercher dans notre librairie. c'est plus loin, ça. Après ça, je suis rendu pas de changeling et de shapeshifter. Aucun. Puis là, il y a un petit astérix. Les seuls shapeshifters acceptés, donc il n'y a aucun changeling, sont ceux qui ont le nom de la tribe. Exemple, Glasspool Mimic, qui est un shapeshifter rogue. Donc, il sera accepté dans la tribu rogue. Et l'autre petit point, il peut seulement copier des créatures que tu contrôles. Donc, il va copier un rogue, puis il va rester un rogue. L'important là-dedans, nous autres, ce qu'on ne voulait pas, c'est que tu as une tribu de rogue, puis tu as plein de shapeshifters, puis finalement, tu te ramasses avec 2 rogues, mais 30 angels contre le deck d'angels. Ouais, c'est ça. Non, là, tu casses la synergie ou l'idéologie de la ligue. Ça marchait, je ne sais pas. Fait qu'on ne s'est pas cassé la tête. On a tout enlevé, sauf les shapeshifters qui sont capables de créer. En copiant juste les créatures, ben là, ils restent dans le même type. Fait que donc, pour ça, c'est correct. Le dixième point, en fait, c'est par rapport aux saisons. On a comme fait 3 saisons par année. Il y en a une d'hiver, il y en a une d'été, puis il y en a une d'automne. Puis on calcule le nombre de jours qu'on joue, puis c'est le nombre de jours de games que tu peux jouer durant la saison. Puis c'est avec ça qu'on fait le classement. Et après ça, l'autre, c'est que si un joueur joue un match, malgré qu'il ait joué le maximum de games, ses points ne sont pas comptabilisés. Ceux des autres joueurs, ils vont l'être eux. C'est la façon la plus simple qu'on a trouvé de réussir à faire jouer tout le monde, parce qu'à un moment donné, tu peux pas dans une ligue, puis je pense que tu le sais, Matt, tu l'as vécu, là. C'est dur de planifier des matchs avec des joueurs déjà planifiés d'avance. Ah oui, c'est tough. C'est trop compliqué, puis ça casse, puis là, ça en prend juste un qui peut pas pour assurément une bonne raison. Mais là, tu viens d'en casser 3 autres. Fait que donc, nous, on trouvait que c'était la meilleure façon de faire. Puis que c'est sûr qu'inévitablement, il y en a qui vont en avoir joué. Si maximum c'était 12, il y en a qui vont en avoir déjà joué 12, mais il y en a d'autres qui vont vouloir jouer. Fait que on a quand même allégé ça un petit peu. C'est des games de 4 joueurs maximum minimum. Vu qu'on est un playgroup assez ouvert, ça arrive souvent qu'on joue des fois à 3 ou à 5. Par contre, pour la ligue, c'est tu joues à 4. Sinon, ta game ne compte pas. Après ça, le numéro 14, c'est pas de proxy, pas de carte gold, puis pas de silver card non plus pour les matchs de classement. Après ça, le numéro 15, les tribal spells peuvent être de la tribu. Même chose pour les autres types de cartes tribales. Exemple, équipement. Tu as des équipements qui sont tribales, tu peux juste les jouer s'ils sont de la tribe, sinon tu ne peux pas les jouer. Oui, vas-y, as-tu une question? Non, c'est juste que tu peux pas jouer de Goblin Shenanigans ou parce que c'est un spell tribal Goblin dans ton deck d'élémental, mettons. Exact. T'en plein ça. Les Planeswalkers n'ont pas de tribu, sauf s'ils flippent en créature. Il y en a certains qui flippent en créature ou qui deviennent une créature. Il faut que s'ils deviennent une créature, qu'ils soient de ta tribu. On a émis une ban list. En fait, c'est la ban list EDH. Puis on a aussi mis une tribal ban list qu'on s'est fait conseiller. Je n'irai pas trop là parce que ça a plus ou moins de liens, là, mais tu sais, en fait, je pense qu'il y a 1 ou 2 cartes qui sont vraiment anti-tribal précises, là, du genre toutes les orques qui meurent quand ils viennent en jeu. Fait que ça, on a comment enlever ça parce que tu joues ça et ça empêche quelqu'un de jouer. Là. Tu ne peux pas jouer des spells permettant de créer des tokens qui ne sont pas de ta tribu. Par contre, tu peux cependant créer des tokens non tribaux aux opponents. Exemple, Beast Within. Tu peux détruire un permanent, si je ne me trompe pas, d'un autre, puis ça à un autre opponent, puis ça écrit une Beast 3-3, si je me souviens bien. Ouais. Ça, tu peux. Par contre, toi, tu ne peux pas avoir quelque chose qui va créer des tokens qui ne sont pas de ta tribu.
encore là, c'était pour éviter, comme j'ai dit tantôt, que quelqu'un abuse puis qu'il se ramasse avec une armée de 50 soldats contre moi qui joue les soldats. J'étais comme, ben là, c'était pas un deck de zombies que t'avais, là. Ouais, mais j'ai des tokens soldats. Ouais, c'est ça. Ça casse un peu l'idéologie de la Ligue, fait que ça aussi, on a empêché ça. Le numéro 19, c'est les Casual Rules. Merci à mon chum Matt de m'avoir transporté ça, puis qui m'avoir partagé ça. Un peu, je vais retrouver qui c'est qui avait sorti ça, mais... Play with Moi, Power, me semble. Ah, ok, ça se peut. Moi, c'est toi qui m'allais partager, fait que je te remercie, toi. Puis ça, j'avais trouvé ça cool. C'est Play to Win. Play to Win, qui est un channel CDH. OK. Ah ouais, OK. Ouais, c'est ça qui m'avait intéressé, parce que c'est eux autres qui ont comme bâti leurs casual rules. Puis encore, Play to Win, thank you very much. Merci beaucoup. Ben ouais, c'est eux autres qui avaient sorti cette liste-là. Puis je trouve tellement que c'est une belle façon de jouer. Ouais, effectivement. Ouais. C'est parce que moi, je te le dis, ce que j'aime, c'est que c'est simple, c'est précis. Ouais. Puis ça, sans trop être complexe, ça casualise la game. Je t'ai sorti le terme là, hein? Oui, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont se dire la game va être interminable. Non, j'ai vu des parties. En fait, non, ben oui. en fait, je suis allé me coucher. Non, c'est sûr. File ta maison. Adam, Loïc, Phil, Pinat, start une game. Une petite dernière. Écoute bien ça. Une petite dernière. Ouais. Sliver, c'est quoi que Adam jouait déjà? Je m'en souviens même plus. Loïc jouait ses Sliver. Phil jouait son deck de son mono vert. Nat, je sais plus. Peu importe. Je suis allé me coucher. Cette game-là, elle a duré 3 heures. Oh boy. Puis c'était pas une game avec des règles de construction ou whatever, là. Cette game-là a duré 3 heures de temps. Puis, pour avoir joué souvent avec des casual rules, avec pas de cartes salées, avec... Non, si les gens connaissent le deck, si les gens savent, ça roule pareil, là. Ah oui, effectivement. Les casual rules, je vais les parler vite. Il n'y a pas de loop. De la façon qu'on a interprété ça, nous autres, c'est que tu peux les jouer, mais après une action sur le stack, ça s'arrête. Nous autres, on les jouait à 5. OK, nous autres, c'est une. Fait que ça va pas plus loin que ça. Après ça, il n'y a pas de win the game ou opponent lose the game. Pas de mana positive rock. Pas de tuteur. Donc, pas de search in your library. En fait, aucun. Les casual rules officiels, c'est pas de positive mana rock, sauf Sol Ring. Ouais, mais nous autres, on a rajouté Sol Ring aussi. Je l'ai enlevé de mon deck Goblin, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ben, moi, tu le savais, Magda, il n'a pas, puis mon soldat n'a pas, puis on s'en porte pas mal. Puis, c'est pas de tuteur inconditionnel en dessous de 3 mana. Effectivement. Inconditionnel, c'est que tu n'as pas à révéler la carte. Dès qu'il faut que tu révèles quelle carte, il y a une condition. Puis, c'est en dessous de 3 mana. Fait qu'on parle ici des vampiriques tutors, des démoniques tutors. Pas mal Imperial Seal, pas mal les seuls. Okay. Sinon, en haut de 3 mana et plus, c'était correct. Puis s'il faut que tu révèles la carte pour tu vas chercher de quoi de spécifique, ben c'est correct aussi, selon les règles casual rules de base. De base. Nous autres, on les a toutes enlevées. Les seules choses qu'on permet, les seuls tutors search in your library permis sont ceux de créatures tribales qui vont chercher des créatures de ta même tribu. Fait que mon mode catcher, t'as bon tantôt, il va chercher des gobelins. Ah oui, mais c'est un gobelin? Oui, non, c'est pas un gobelin, mais il va chercher des gobelins. Ok, mais c'est ça, mais comme c'est pas un gobelin, il réfère à la tribu. Oui, mais c'est pas un gobelin. Mais t'as dit tantôt si la créature réfère à la tribu. Oui, mais celui-là, on l'a sorti. Ah, Ou il y a aussi n'importe quel spell pour aller chercher des lands. Ça, on l'a permis. On pourra jaser lors du podcast puis s'ostiner sur ton Goblin Catcher. Ah, ben non, je suis même pas dans mon deck Goblin. Non, c'est ça. Je me rappelle plus, mais il a fallu qu'on tranche une ligne, puis celle-là, je me rappelle plus exactement pourquoi on l'avait tranché. Après ça, l'autre casual rule, c'est pas de free counter spell. Ouais. Puis ça, moi, vous le savez, je suis pas fan des counter spells gratuits. En fait, je suis pas fan des spells gratuits en général, parce que l'essence du jeu, c'est d'utiliser la mana pour faire de c'est ça. Mais puis free counter spell, bon,
Faut que tout le temps que tu dis, tu le gardes en tête, il va-tu me sortir un Fierce Guardianship des mains parce que son commandeur est sa table, il joue bleu, il n'y a plus de mana, mais il peut encore. Puis souvent, les Free Counter Spells sont plus dispendieux. Aussi, ouais. C'est pas la moyenne des ours qui décide ou peut se permettre ces cartes-là. Non, c'est exactement. Le dernier point, c'est pas de off-color fetch. Ça va de soi, puis je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ça, c'est abusé. Oui, c'est abusé de l'abus. Ouais. Ça va faire. Ils ont une autre règle dans les règles originales de Play to Win, c'est pas de carte en haut de 100$. Ouais, ça, on en a déjà jasé. Moi, j'ai de la misère avec ça. Je vais expliquer pourquoi j'ai de la misère avec ça. On va prendre 5 minutes. Là. Premièrement, faut que tu trouves un site référentiel qui est de l'allure. Puis que tous utilisent le même. Que tous utilisent. Fait que déjà là, c'est propice à des opinions différentes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les prix fluctuent. Mm-hmm. Fait que donc, ça te met à vérifier ça constamment? Non, moi, j'ai pas le temps de checker ça. Puis après ça, oui, vas-y. Ben non, mais j'aborde dans ton sens. Là. Moi, je fais juste. Ouais, je sais que tu es d'accord. Je sais que tu es d'accord avec moi, mais je trouve que cette règle-là est trop dure à appliquer. Puis c'est pour ça que nous, on l'a. Non, c'est ça. Puis, tu sais, même, j'ai déjà exploré. OK, bon, ben, tout le monde se fait un deck à 300$. Ben, tu rentres dans le même moule que, ben, OK, mon deck à 300$, aujourd'hui, il vaut 2,99$, demain, il vaut 302$. Ben oui, c'est ça, exact. Puis, c'est quoi ça fait rendu à 302? Qu'est-ce qui se passe? Puis moi, je regarde les prix du magasin le plus cher au Québec. Moi, je magasine tous mes singles. Fait que je suis tout allé chercher le prix le moins cher que j'ai trouvé sur Internet. C'est ça. Non, c'est ça. ça allait trop loin. Ça, c'est une règle qu'on a enlevée. Puis ça, je sais qu'on ne sera pas d'accord là-dessus, mais je suis pas sûr, moi, que ça diminue, que ça rend plus gasoil la chose. En fait, si tu regardes beaucoup de cartes en haut de 100$, c'est des mana rock positives. Ouais, c'est des free counter spells, puis des tutors en bas de 3 mana. Ouais, exact. Ou des cartes à reserve list. C'est ça, ou des cartes à reserve list. Que tu es capable de jouer, puis que tu es capable de te faire un bon deck tribal sans avoir ça. Exactement. Ben, tu es capable de te faire un bon deck sans avoir ça. Moi, il n'y a pas personne qui va me faire accraire que si tu n'as pas de dual land original dans ton deck est mauvais. Là. Non, exact, c'est ça. C'est ça. Si tu veux pas jouer combo, tu mets pas Yakbot Will dans ton deck. C'est facile à ne pas faire. Là. C'est ça. Exactement. On est rendu au 20e point des règlements, c'est les pointages. Et encore là, je te remercie, Matt, parce que c'est de ton inspiration. Hey, là-dessus, non, c'est... Non, encore? Ben... Ah non, mais t'étais avec d'autres mondes là-dedans. Ouais, moi, Gino, puis Truitt, qui avons brainstormé là-dessus. Sainte-Pelle aussi, on a fait une partie. C'est un travail d'équipe qui avait bâti ça à l'origine. Fait que, ça reste un bon. Ouais, merci. Ça reste un bon fonctionnement. La façon que ça fonctionne, c'est la personne qui gagne a un point. Et après ça, le joueur qui est le plus haut au classement, il vaut 4 points de bounty. Le deuxième joueur le plus haut au classement vaut 3 points de bounty. Le troisième joueur le plus haut au classement vaut 2 points. Et celui qui est le plus bas vaut 1 point. Fait que donc, quand un joueur meurt, tous les autres joueurs qui sont en vie gagnent les points de bounty que ce joueur-là qui est décédé donne. Et après ça, ça te fait un nombre au classement. La façon qu'on a fonctionné, nous autres, c'est que tes points de bounty, ils sont divisés par le nombre de matchs que tu es supposé jouer. Fait que ça te donne un nombre. Et après ça, on ajoute les points pour les victoires que tu as accumulées, si tu en as accumulé. Puis ça va te donner un total qui, lui, c'est ce total-là qui va te donner ton rang de classement. C'est de la façon qu'on a trouvé qui était la plus simple. Avant, c'était beaucoup plus complexe que ça. Mais des fois, les joueurs veulent jouer 2 matchs dans le même soir. En faisant ça comme ça, c'était hyper facile. Les joueurs peuvent jouer et ils sont capables de savoir le ranking. Fait que c'est pas trop compliqué. Puis je pense que c'est quand même un bon fonctionnement. Il y a quelques. C'est pas parfait. Il y a quelques petits points à corriger, je pense. On est là-dessus, mais je pense que c'est un bon fonctionnement qui a fait ses preuves. En tout cas, la gang l'apprécie bien gros. C'est sûr que quand tu es premier au classement, il faut que tu t'attendes à avoir 3 tribus qui vont être sur toi. Moi, j'appelle ça assumer sa supériorité. Tu es en haut le grand,
attends-toi à ce que ça fasse mal. Puis écoute, je l'ai été, la dernière saison, c'est moi qui l'ai gagné avec mes soldats. Et il y a des games que c'est fait, et boy, je sens que ça va rentrer, puis que ça va faire mal. Puis effectivement, ça faisait plus faire fort, t'es mort, Sylvain. Puis là, il commençait à jouer. À l'origine, c'était ça, l'idée du bounty, c'était que tu es le meilleur joueur, le joueur le mieux classé, donc tu dois te défendre. Exact. Moi, je pense que c'est ça. Ça fait la job. L'autre règlement, c'est que les joueurs ont droit, ça c'est un règlement qu'on a rajouté, les joueurs ont droit à un misplay par game. Après, ils devront assumer leur erreur. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain abus. Les joueurs étaient plus ou moins concentrés. Ça reste une ligue compétitive. Donc, on leur permet de faire un misplay, mais après ça, si tu l'as manqué, c'est terminé. Puis, on a statué aussi qu'il y avait juste le London Mulligan qui prévaut, parce qu'on a fait un autre Mulligan, que ça, on parlera d'un autre podcast, mais on a créé un autre Mulligan à Rimouski inspiré de 3-4 choses que j'ai vues. Mais pour la ligue, vu qu'elle est compétitive, on a décidé de prendre seulement celle-là. Vois-tu, les misplays, là, tu m'en avais parlé l'autre fois, puis ça, on va commencer, nous, même dans nos parties casual, à l'implémenter. Parce que on a certains joueurs dans notre playgroup qui ils sont tout le temps en train de reprendre des moves après avoir fait une gaffe. Ils sont tout le temps en train de... Ils apprennent pas. C'est ça, tu skippes ton trigger. Ben, excuse, tu l'as skippé ton trigger. Oui, mais c'est pas Yume. Ah non, mais... Non, tu l'as manqué. Tu suis tes affaires. C'est ça. C'est ça, si tu laisses tout le temps la chance de se reprendre, ben, c'est ça, il se discipline pas à l'apprendre. Et voilà. Fait que, ça, j'adore. Pour le Mulligan, nous, ce qu'on a essayé, on l'a fait une fois jusqu'à date, qu'on a adoré, puis c'est le Mulligan qu'on va utiliser lors des parties filmées ou live sur MTGQ Channel. C'est grandement inspiré de ce que Game Night font. Si t'as ton premier Mulligan, il est free comme d'habitude. Après ça, si t'as 0, 1 ou 2 lands, ou 6 ou 7 lands dans tes mains, tu peux révéler ta main puis continuer à mulliganer gratuitement. Mais il faut que tu le montes au monde. C'est ça. En fait, ça ressemble beaucoup à nous autres, on l'a appelé le Rimouski Mulligan. En fait, c'est ça. Si tu as 0, 1 ou 2 laines ou 6 ou 7 laines, tu révèles ta main et tu repiges. Ah, puis ça n'a pas bien marché? Oui, ça marche. Oh oui, non, ça marche. Okay. Sauf qu'on le laisse en casual. Okay. Et la ligue, vu qu'elle est compétitive, c'est bon. On ne le permet pas de faire. Là, c'est juste le London Mulligan. C'est ça. Ben, nous, en fait, ça a starté avec quand on filme des parties. Ça requiert un certain temps de préparer, filmer, puis tout. Puis on veut que, pour les gens qui nous écoutent, qui écoutent les games, puis pour les joueurs, que tout le monde ait du fun. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un joueur qui est assis, qui fait rien parce qu'il a mulligané 4 fois, puis qu'il n'y a plus rien dans les mains. Exact. Puis, entièrement d'accord. On joue à Commander, moi, de base, pour que je joue avec du monde, et non pas jouer tout seul. Ouais. Alors, parce que, tu sais, en fait, ce qui arrive, je pense... par rapport à la mauvaise main que tu piges, c'est que non seulement c'est désagréable pour toi, quand c'est toi qui n'as pas une bonne main et que tu es mana short ou mana flood, et c'est pas le fun pour les autres non plus. Quand on est 3 joueurs puis il y en a un que tu n'oses pas trop attaquer parce que clairement, c'est une victime trop facile. Oh oui, c'est ça. Ben là, tu te retrouves à jouer une game à 3. Fait que c'est pas le fun pour personne. Puis en principe, le jeu, c'est un jeu. C'est supposé se faire du fun. Ouais. Fait que c'est pour ça que nous, dans nos games casual, c'est comme ça. Puis on a eu une super belle réception. Puis souvent, le monde l'utilise. Je pense que c'est efficace, c'est juste. Puis tant que longtemps que le gars n'a pas une main qui est à son goût avec moins de laine ou trop de laine, ben, il peut continuer jusqu'à temps qu'il y ait une. Puis il n'y a comme pas de pénalité, mais il ne triche pas non plus à avoir la main qu'il veut nécessairement avoir. Non, c'est ça. Faut qu'il révèle comme ça, ben. Ouais, exact. Tout le monde que j'ai juste 2 lands. Exact. Fait que ça fait pas mal le tour pour les règlements. Si jamais, j'ai peut-être été vite aussi, puis ça a peut-être été confus par certaines places. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi. Vous pouvez m'écrire sur le Messenger Facebook du podcast. Je vais vous répondre. Je pense même que Matt, si je te les envoie, tu peux les mettre un lien aussi sur YouTube. Hein? Je ne me trompe pas, où je t'embarque dans quelque chose qui n'est pas correct. Si tu m'envoies un lien pour le document, oui, je peux le mettre. OK, bon, parfait. Fait qu'après le podcast, on va gérer ça.
Pour le dernier segment, c'est un nouveau segment qu'on a dit qu'on allait parler de nos decks. En fait, c'est un de nos auditeurs qui nous demandait un peu la force de nos decks. Je tiens quand même à répondre qu'il nous demandait le power de level de nos decks. Je pense que c'est la même chose pour toi, Matt. On a pas mal des power level assez variables de nos decks. Donc, à cause de ça, on a décidé de parler de nos decks. Oui, ben, moi ayant peut-être une collection plus large, un accès à plus de cartes, je pense que c'est ma responsabilité d'avoir des decks de power level différents pour être en mesure de m'asseoir avec des gens peut-être qui ont justement moins de cartes et qui aient du plaisir aussi. Mm-hmm. Moi, je vois ça de ce côté-là. J'ai une collection assez large, donc c'est pas un joueur qui commence, qui a à upgrader à mon niveau de deck. C'est moi qui dois m'ajuster au sien. Fait que oui, puis j'ai du fun à bâtir des decks sur différents niveaux en mettant différentes restrictions. Je parlais de mon deck gobelin tantôt. Il n'y a pas une créature qui n'est pas un gobelin. Il n'y a pas de Sol Ring. Il n'y a pas de combo infini. Puis c'est un deck qui fonctionne super bien. Hein. C'est ça, exact. C'est la beauté de la chose. Fait que c'est pour ça qu'on a sorti ce segment-là, pour montrer qu'on a des power levels différents. Donc, quand on parle de cartes, quand on parle de nos opinions sur nos cartes, je pense que c'est une opinion qui est variée, qui peut être de power level très très fort à power level très règlement, pas de base, mais style pre-con ou quelque chose du genre. Fait qu'on a quand même une bonne variété. Fait qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais présenter un de mes decks. Au dernier podcast, c'était Matt qui a présenté le sien. Moi, je suis resté dans la thématique. En fait, je vais vous présenter mon deck Tribal Soldier, celui que j'ai construit pour la Ligue. Au début, j'avais les Spirits, mais quand il est sorti Mirel Shield of Argive, c'était un autre joueur qui possédait l'attribut Soldier, mais qui ne jouait pas. Je lui ai demandé la permission de me la laisser. Les Soldiers, c'était mon premier amour. J'avais déjà un deck la première fois que j'avais joué. La deuxième fois que j'avais joué, dans le temps de Judgment puis Legend, je m'étais fait un deck Tribal Soldier. Fait que quand elle est sortie, j'ai fait il faut que j'y aille avec ça. Puis je remercie David, il me l'avait laissé. Je vais décrire mon commandant. En fait, c'est une Human Soldier 3-4 pour un blanc, 3 colorless. Un Human Soldier, bien évidemment. Durant mon tour, les opponents ne peuvent pas caster de spells ou activer des habilités d'artefacts, créatures ou enchantements. Ça, c'est une habilité que j'adore. Puis les autres, ils n'aiment pas ça. Puis je leur dis, non, vous ne comprenez pas, là. C'est mon tour. C'est moi qui joue. C'est moi la vedette à mon tour. Vous jouerez à votre tour. Fait que j'adore particulièrement cette habilité-là. En plus, ça la sécurise un peu, Mirel. Elle ne peut pas se faire péter, destroyer, elle ne peut pas se faire counterspeller, elle ne peut pas affecter. Elle peut se faire counterspeller parce qu'elle n'est pas encore en jeu, mais du moins, ça la protège durant mon tour. Et sa deuxième habilité, c'est avec ça que j'ai construit le deck, c'est que quand Mirel Shield of Argive attaque, elle crée X11 Colorless Soldier Artifact Creature Token. X, c'est le nombre de soldiers que je contrôle. Donc, ça fluctue très, 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 très rapidement. Je viens avec une armée de soldiers. Le seul petit défaut, c'est que les soldiers, c'est des artefacts, ils sont colorless. C'est le seul petit défaut que je trouve. J'aurais aimé mieux que ce soit des human soldiers et qu'ils soient blancs. Ben oui, avec la horn, t'aurais été content. Ouais, entre autres. Entre autres. Puis, tu sais, j'aurais pu mettre des créatures blanches qui deviennent plus fortes ou whatever. Là, c'est des colorless soldier artifacts. Fait que ça change un peu la donne. Mon objectif de victoire, c'est sûr, c'est go wide. En fait, j'essaie de la mettre en jeu le plus rapidement possible. J'essaie d'avoir le plus de soldats possible. J'ai une mana base très, très basse. Donc, j'ai beaucoup de soldats que je mets le plus vite possible pour créer une armée de soldats pour rentrer. Bien évidemment, avec le temps, le monde se sont rendu compte que ma faiblesse était Mirel. Donc, s'il la tuait, ça me cassait. Fait que dans mon deck, j'ai 17 cartes qui protègent Mirel. 17, c'est beaucoup, mais je veux nécessairement en avoir une, puis je connais les joueurs qui peuvent avoir tendance à avoir du destroy. Je ne mettrai pas Mirel en jeu tant longtemps que je n'aurai pas quelque chose pour la protéger. Parce que sinon, je le sais que je la mets, puis elle va me coûter 2 de plus le tour d'après parce qu'elle ne restera pas. Donc, ça casse un peu ma synergie de jeu où est-ce que je vais aller rapidement. Mais même si je vais rapidement et je me la fais enlever, je ne suis pas d'avance, fait que j'essaie de la protéger. J'ai 7 cartes pour piger dedans. J'ai 6 cartes de ramp ou de rock. J'ai une mana curve très basse, fait que c'est pour ça que j'en ai mis moins un peu. J'ai 8 removal.
J'ai 33 laines, je n'ai pas beaucoup. Puis sérieusement, j'ai jamais eu de problème de laine. En ayant une mana curve très basse, j'ai pas d'autres problèmes. Puis j'ai beaucoup de réduction de casting cost aussi dans mes créatures. Là. Puis dans les cartes, l'autre fois, je parlais que j'avais réduit un incubateur puis d'un Reward Chief qui baissait de 3 colorless le casting cost de mes soldiers. Fait que déjà là, c'était pas. C'est pas problématique. J'ai quelques cartes spéciales que je veux parler. La première, c'est Arial Extorsionniste. Tu connais tout ça, Matt? Oh. C'est ça, à toutes les fois que le monde, je leur lis, je leur explique, ils ne comprennent pas trop, puis après ça, ils font « c'est bon, ça? » C'est un Bird Soldier, 4-3 flying, qui coûte 2 blancs 3. C'est dans mes créatures qui coûtent le plus cher. Quand elle arrive en jeu, ou qu'elle dit les combats damage à un player, j'exile jusqu'à un target non-land permanent. Tant si longtemps que la carte est exilée, le contrôleur peut la jouer. Après ça, c'est quand un player caste un spell de n'importe quelle place, sauf sa main, je pige une carte. Ça, c'est bon parce que avec lui, tu peux exiler des affaires. Ouais. Le joueur peut leur jouer, c'est correct. S'il leur joue, ça te donne de quoi. Mais quelqu'un qui joue un deck de graveyard, là. Ouais, ça vient de le casser. T'es mort de rire un petit peu. Ouais. Puis, tu sais, ça me permet, puis veut pas, ça me permet d'enlever des choses de sa table. Ouais. Là, je leur empêche pas de le jouer, mais ça me fait piger. Ça reste un soldat, flying, 4-3. Sérieusement. C'est vraiment une belle découverte, ça. Oui, j'ai bien aimé cette carte-là. Après ça, c'est Streets of New Capenna? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, Streets of New Capenna. Ouais. La deuxième, c'est Ascend from Avernus. C'est une sorcerie qui coûte 3 blancs X. Je retourne All Creature and Playwalker card avec une mana value de X ou moins de mon graveyard sur le battlefield. Comme j'ai beaucoup de créatures qui ne me coûtent pas cher, souvent pour 6, si quelqu'un a fait un mass removal, je ramène tout. Fait que pour 6, je trouve que c'est pas cher pour tout ramener du graveyard. Fait que ça m'aide quand même beaucoup. C'était une autre belle petite découverte. Après ça, il me reste 3 autres cartes à parler. La troisième, c'est Reconnaissance. Reconnaissance, c'est une vieille carte de Exodus. Ça, c'est devenu bon à cause d'un changement de règle. Ah ouais? Ouais. OK, je savais pas. Moi, en tout cas, avec Mirel, c'est une des cartes qui la protège d'ailleurs. Ça coûte 1 blanc, c'est un enchantement qui coûte 1 blanc. Tu payes 0. Je comprends pas trop le lien de payer 0. En tout cas, tu sauras me l'expliquer. Tu removes une target attacking créature que tu contrôles du combat et tu la détapes. La créature deal elle deal pas de dommages et elle n'en reçoit pas non plus. Par contre, le trigger de Mirel qui crée les tokens se fait quand même. Donc, c'est pour ça qu'avec Mirel, ça la protège. Si jamais j'ai pas de place où est-ce qu'elle peut passer free, ben, ça la protège, elle fait pas de dommages, mais ça la trigger pareil. Ouais, mais c'est parce que aussi, après que le dommage soit fait, tu peux reconnaître, puis ça fait une espèce de vigilance. Ouais, c'est ça, exactement. Oh, oui, c'est ça. Exactement. À tout moment, tu peux la détaper puis la retirer du combat. Exact. C'est n'importe quelle créature, mais c'est surtout avec Mirel que je l'ai fait. C'était quoi la règle avant? C'est basé sur l'ancienne règle. C'est quand ils ont changé les règles de combat. Où est-ce que les dommages se font à tel moment? Bon, à une certaine époque, tu sais, mettons le Goblin fanatique, tu bloquais avec, tu pouvais le sacrifier, ça faisait 2 points de dommages. Parce que les dommages se faisaient plus tôt, puis en réponse, tu pouvais sacrifier. Mais là, avec le changement où les dommages se font juste à la fin, si ta créature n'est plus là, il ne se passe plus de dommages. OK. Puis c'est ça, tu peux à tout moment la sortir du combat. OK. C'est devenu une carte meilleure ouais. Avec un changement de règle des dommages dans le combat, puis comment le stack font. En fait, les dommages vont plus sur le stack à cette heure. Donc, tu peux sortir tes créatures safe. Ah, bon. La quatrième carte, que je trouve qui est une carte spéciale quand même, c'est Martyr Cause. C'est encore un enchantement qui coûte 1 blanc, 2 colorless. Tu sacrifies une créature et tu préviens tous les dommages qui sont faits à une créature ou à un planewalker ou à un player de une source. Quand tu génères beaucoup de tokens comme moi, puis que quelqu'un t'attaque avec une 26-26, tu sacrifies un token et tu préviens tous les dommages de cette source. Ça m'a sauvé souvent cette carte-là. Très souvent. Je trouve que c'est une des bonnes cartes. Et sinon, la dernière, c'est Mystic Barrier. Elle aussi, à main d'agonie,
La plupart des joueurs ne l'aiment pas quand je le joue. C'est un enchantement qui coûte un blanc 4. Quand un Mystic Warrior arrive sur le battlefield, au début de mon upkeep, je choisis gauche ou droite. Chaque player attaque seulement la personne la plus proche de elle du côté que j'ai choisi. Donc, ça me permet de ralentir le jeu un peu, puis ça me permet d'installer mes Mirel et mes soldats pour attaquer, puis de rentrer à gauche, puis de demander mais ça revient à moi. Fait que ça, c'était les cartes un peu spéciales de mon deck. Sinon, après ça, j'ai 3 cartes WinCon que je vais parler à l'instant. Si je peux les retrouver facilement. En fait, mes 3 WinCon, c'est à Chroma's Wheel, qui coûte un blanc, 3 colorless. Je choisis un. Si je contrôle mon commandant, je peux faire les deux. Les créatures que je contrôle, c'est un instant. Donc, souvent, c'est pendant la phase d'attaque que je fais ça. Les créatures que je contrôle gagnent Flying, Vigilance, Double Strike. Et si j'ai mon commandant, je peux faire les deux. L'autre, c'est il gagne Lifelink, Indestructible, puis Protection de toutes les couleurs. Donc, je rentre direct dans le corps avec du Double Strike. Souvent, quand je joue ça, c'est trop tard, puis ça rentre, puis ça fait du dommage. La deuxième, c'est Qatar Crusade. Ça, quand je décide de mettre 11 soldats d'une shot, puis ils gagnent tout, plus 11, plus les 11 que j'avais avant. Puis souvent, le tour d'après, c'est terminé. Puis ça aussi, quand le monde... Mais quand je mets 14 Crusade en jeu, souvent, c'est comme si je prenais le spotlight puis je le mettais en dessous de ma tête. Oh oui, tu deviens la cible. Exactement. Et la deuxième, c'est Odric Master Tactician. C'est un Human Soldier qui coûte 2 blancs, 2. C'est une 3-4, First Strike. Son habilité, c'est que whenever Odric Master Tactician et 3 autres créatures attaquent, je choisis quelle créature bloque et comment qu'elle bloque. Donc, je choisis aucun. C'est ça, exactement. Et tout rentre. L'armée de soldats rentre dans la faille et s'en vont droit au but. Et souvent, c'est la fin. C'est mes 3 WinCon qui me font gagner avec ce deck. Que j'ai quand même beaucoup de plaisir à jouer. C'est sûr que la ligue est très compétitive. Puis là, ben, je veux pas demander, tu viens qu'à comprendre comment les autres decks marchent. Fait que là, le monde, il me voit venir d'assez loin. C'est un défi. Et je l'ai changé quand même pas mal cette année. J'ai plus de misère, cette saison-ci, j'ai plus de misère un peu. Mais je suis quand même confiant. Puis c'est un bon petit deck, le fun à jouer. T'avais-tu des questions, Matt, sur ce deck-là? Non, mais moi, je l'ai affronté. Oui, c'est vrai. J'ai aimé ça. Moi, si je fais un deck de Soldier, il serait blanc et bleu. Mais c'est mon... Ouais, c'est ça. Moi, c'était vraiment avec Mirel qui était juste blanc. Mais c'est vrai que de blanc et bleu, dans le bleu, il y en a des très, très bonnes aussi. Mais non, c'est un commandant que je vais spotter très tôt, Mirel. Puis, oui. Un très bon commandant. Très Effectivement. Fait que ça fait pas mal le tour de notre émission spéciale sur les tribes. On a quand même fait une très, très bonne émission. T'avais-tu d'autres choses à dire, Matt? Non, je pense que je pense que tu as très bien couvert les sujets. Ouais, je pense que c'était assez complet. Fait qu'on va closer ça immédiatement. En rappelant nos disponibilités, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube et sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes, des pouces. On aime toujours ça, voir un peu comment on réussit à atteindre les auditoires et tout ça. On voit que c'est en grandissant, ça nous fait triper au bout. Oui. On est plus hype que jamais de faire des podcasts. C'est super cool de voir ça. On est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas, ça fait quelques personnes qui viennent me jaser un peu sur Facebook. Je trouve ça vraiment cool. N'hésitez pas à venir participer à nos duels de l'elfe gobelin. Puis le dernier podcast, j'ai demandé quel deck que je devrais faire. Il y en a quelques-uns qui sont venus me voir pour me dire quel deck je devrais faire. Tout ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais, ça, on va en reparler dans le prochain podcast. Yes! Fait que sur ce, on close ça. Je te remercie, Matt. Je remercie la communauté de joueurs Magic. Je remercie mon frère Robert pour sa musique. Je remercie Terrain Basique puis Jason pour m'avoir aidé, Terrain Basique pour l'inspiration. Je remercie Balado Québec qui nous héberge. Puis je pense qu'on a fait le tour. Fait que je vous souhaite à tous et à toutes de bons matchs Commander et au plaisir de se jaser au prochain épisode. Ciao, bye! Bye bye!